du Champs-Elysées Film Festival. Alors, pour être très honnête, je me suis longtemps demandé comment j'allais présenter notre invité. Parce que j'allais bien pouvoir dire, tant sa filmographie est impressionnante, tant cet homme possède un magnétisme intemporel et représente une véritable icône du cinéma américain. Je dois dire que peu de gens m'impressionnent dans le métier du cinéma. Mais lui, comment vous dire, il dégage un je ne sais quoi de terriblement saisissant. Et je me retrouve tout d'un coup des années en arrière en le découvrant, entre autres, dans Voyage au bout de l'enfer, un pistolet sur la tempe avec son bandana rouge autour de la tête et la folie s'insinuant doucement dans son regard halluciné. Et au final, un Oscar. Quel homme complet, danseur, chanteur. Il tourne sous la houlette d'Adam Shotman dans la comédie musicale Hairspray en 2007. On peut le voir danser et pousser la chansonnette aux côtés de John Travolta. Acteur génial, Meurtre en cascade, Les chiens de guerre, Dead Zone, Comme un chien enragé, King of New York, Nos funérailles, Sleepy Hollow, Pulp Fiction, Arrête-moi s'il peut, Les portes du paradis, et j'en oublie. Autant de rôles inoubliables avec des réalisateurs inoubliables. Sidney Lumet, Woody Allen, Michael Cimino, John Irving, David Cronenberg, James Foley, Abel Ferrara, Quentin Tarantino, Steven Spielberg. Ça donne le vertige. Il est le seul grand acteur de sa génération capable de jouer les vampires ou les anges par la seule évidence de ses outils de comédien, son corps, sa voix, son regard, acteur expressionniste, véritable antidote du trucage ou de l'effet spécial. Il croise sa future femme, Georgina, pendant une tournée de la pièce West Side Story en 69, et ça fait 50 ans qu'ils sont mariés. Noces d'or, là aussi, impressionnant. Vous voyez, j'ai quand même réussi à dire quelque chose, à en parler. Mais avant de l'accueillir, je voudrais vous montrer quelques images de sa carrière. Ça marche. Christopher Walken, bonsoir. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, parce qu'on a un peu l'impression d'accueillir une légende vivante, et c'est pas tous les jours que ça arrive en France aujourd'hui, dans le cinéma aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vos débuts. On a vu que vous étiez un grand danseur. Est-ce qu'à un moment, vous avez hésité entre une carrière d'acteur et une carrière de danseur ? When I was young, I was a dancer, and I worked in musical theater in America, Broadway and touring. And until I was about 30 years old, I thought that that was what I would do.
for my life. But as a dancer, it's a little bit like being an athlete. You know, you get to be a certain age and you can't do it anymore. So I was very lucky when I was a dancer in a show to get a job in a play. So I became an actor a little bit by accident. And I did the play and I did another play, and somebody gave me a job in a movie. And then some years went by, and then I was a movie actor. So my life as an actor is a little bit of an accident. Alors effectivement, quand j'étais jeune, j'étais un danseur, en fait, jusqu'à l'âge de mes 30 ans. Je faisais des comédies musicales, des tournées à travers les États-Unis, et jusqu'à mes 30 ans, donc je pensais que ça allait être ma carrière, en fait. Et puis, vous savez, être danseur, c'est un petit peu comme être athlète. Arrivé à un certain âge, ça devient un peu difficile de continuer, donc complètement par hasard, je me suis retrouvé dans une première pièce de théâtre, et puis j'ai enchaîné presque par accident avec d'autres pièces, et puis voilà, quelques années après, je me suis retrouvé dans un film. Alors, vous avez été remarqué vraiment pour la première fois dans Annie Hall de Woody Allen, où vous jouiez le frère névrosé de l'héroïne. Mais vous avez véritablement explosé avec The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. Et on va voir un extrait du film, une scène très prenante du film, et après on va en parler un petit peu. Can you understand me, Nikonar? Are you Shevardolevich? Are you sure? Shevardolevich, is that a Russian name? No, it's American. All right, let me see your name tag. Is this yours? It is. What are your parents' names? Lou. My mother's name is Eva. And what are your parents' dates of birth?
passé pas mal d'années entre le moment où j'étais assis dans cette scène et le moment où je suis assis dans cette salle. Alors c'est une scène qui est vraiment saisissante, vous êtes vraiment dans le personnage à un point, c'est ma scène préférée du film, hein, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Est-ce que vous vous souvenez à quoi vous pensiez pour obtenir cet effet, cette performance incroyable sur cette scène? À quoi vous pensiez au moment de la jouer? Well, in the beginning, when we did the scene, I had dialogue. I talked, and we did that. Michael Cimino said, "Well, that's okay." And then he said, "Well, next time, don't say anything." So that's what happened. When I was little, my father and mother would send me to camp in the summertime. It was maybe 100 miles away from where I live. But I thought that I was on another planet. I would get so homesick, and I thought about that. Alors, en principe, dans le scénario, je devais avoir vraiment tout un dialogue dans cette scène. Et puis, donc, on la tourne avec Michael Cimino, le réalisateur. Il me dit, bon, ok, c'est pas mal, la prochaine prise, ne dis rien. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Et alors, ce à quoi je pensais, c'était en fait le souvenir de quand j'étais enfant. Mes parents m'envoyaient en colonie de vacances. C'était uniquement à 150 km de là où on habitait, mais pour moi, c'était comme si on partait vers une autre planète, en fait. Et la maison me manquait vraiment. Et j'ai pensé à cette sensation. Et d'ailleurs, à propos de la préparation du film, comment est-ce que Michael Cimino a travaillé avec vous pour arriver à cette alchimie entre vous, Robert De Niro, John Cazale, toute l'équipe, Meryl Streep aussi, et que ce soit au niveau de la scène du mariage notamment, et toutes les scènes au Vietnam? Est-ce que vous avez été obligé de faire un autre summer camp pour le film? Comment il a travaillé avec vous pour la cohésion de votre équipe? Well, on The Deer Hunter, it was very interesting. Movies are so expensive to make that usually there is no time wasted. You come there and you shoot. In the case of The Deer Hunter, Michael Cimino and Robert De Niro did something very interesting. They got all the guys, me and De Niro and Cazale and Savage and the other guys. And we all took, I think it was 10 days or almost 2 weeks. And we went to Cleveland, Pittsburgh, I think. And we were together. We drank beer and we talked and we went to a wedding and we ate together and we just spent time together, which is very unusual in the movies because it's expensive to do that. But it was very valuable. It made us. It made it obvious that we knew each other and that we liked each other. Donc le principal problème des tournages de cinéma d'habitude, c'est que ça coûte très cher, donc on essaie de ne pas perdre trop de temps. Et sur le tournage de Voyage au bout de l'enfer, avant de commencer à tourner le scénario, on est parti donc avec le groupe d'amis qu'on est censé former dans le film, avec Robert De Niro, mais aussi John Cazale, Savage, et on est parti environ 2 semaines, donc à Cleveland dans l'Ohio et à Pittsburgh en Pennsylvanie, et on a bu beaucoup de bière, on est allé dans des mariages, on a juste passé du temps ensemble en fait. Et ça, c'est vraiment très rare, mine de rien, parce que ça coûte en général beaucoup d'argent de fabriquer ça. Et c'était essentiel à l'alchimie qu'on voit dans le film et à faire en sorte qu'on se sente comme des vrais amis. Alors, ensuite, vous avez vraiment continué à exploser, encore une fois, dans les années 80, ça a vraiment été un sommet de votre carrière. Et vous avez joué dans plusieurs films fantastiques. Alors il y en a eu un notamment, on en parlait ce matin, qui s'appelle Communion, qui est un film tiré d'un livre de Whitley Strieber, qui est sur les abductions extraterrestres, et me racontait une histoire assez amusante à propos
de Whitley Strieber, de ce que vous avez dit sa femme et de la rencontre avec d'autres gens adultés. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça un petit peu, parce que c'est assez unique? Well, when I did communion in America, it was very popular book. I don't know about other places, but wherever you went, if you sat on the subway, everybody was reading communion. And so they were going to make the movie, and I met Whitley Strieber, the writer. And one day he invited me to his house, and there was coffee and donuts, and about a dozen people came. And they all claimed to have been abducted. And we spent the afternoon. They were extremely eccentric people, all very different but bizarre people. And it was fun. It was strange but fun. And when we were leaving, Whitley Strieber's wife said to me, "You know, Whitley really wasn't abducted. But he just likes to go out at night and disappear." I don't know. En fait, Communion, c'est adapté d'un roman qui était à l'époque extrêmement populaire. Si vous alliez dans le métro, vous voyez vraiment tout le monde en train de lire un exemplaire. Donc c'est un roman qui a été écrit par un écrivain qui s'appelle Whitley Strieber. Et il m'a invité à venir chez lui. Et tout à coup, il y a eu une douzaine de personnes qui rentrent dans la maison. Et c'était tous des gens qui avaient été enlevés par des extraterrestres. Ils étaient assez spéciaux. Mais c'était quand même un moment très amusant. Et au moment où je pars, la femme de Woodley m'arrête et me dit, tu sais, en fait, il a jamais vraiment été Woodley a jamais vraiment été enlevé par des extraterrestres. Juste la nuit, il aime bien, comme ça, partir se promener. On ne sait pas trop où il va, mais rien à voir avec les extraterrestres. Alors, il y a un autre film fantastique qui est un chef-d'œuvre de la carrière de David Cronenberg, qui est magistral. C'est The Dead Zone, qui est un des rares rôles romantiques de votre carrière, en fait, parce que vous n'avez pas vraiment beaucoup joué les amoureux. Il y a eu Brainstorm la même année. Il y a eu Dead Zone. On va voir un extrait de Dead Zone maintenant. Alors le film, le film est tiré d'un roman de Stephen King. J'aimerais savoir si vous avez lu le livre avant de lire le scénario de l'office. Et comment s'est passé le travail avec David Cronenberg, parce que là vous jouez quand même un rôle encore une fois très très intense. Comment est-ce qu'il travaille comment est-ce qu'il a travaillé avec vous sur le rôle Cronenberg? I did read the book. Stephen King told me that it's his favorite film, one of his books. And David Cronenberg is wonderful. And I worked with him that once. He never hired me again. J'avais effectivement lu le roman, et d'ailleurs on en a un petit peu parlé quand j'ai croisé Stephen King. Il m'a dit que c'était son adaptation préférée d'un de ses romans. Et c'était vraiment génial de travailler avec David Cronenberg. Je me demande si on va pouvoir... s'il me rechoisira pour un prochain film. In that movie, there are these moments, it's not here, but when I have my experience, and it's visual, you see the actors shake hands, and you see this shock, and they would turn the sound off and fire a gun. And everybody would go, and but you didn't hear the gunshot, but you see the reaction, which is an interesting technique. Alors, on n'a pas vu ça dans l'extrait, mais à travers le film, donc il y a tout un tas de passages où mon personnage serre la main à des gens, et il a des sortes de flashs, en fait.
Et sur le tournage, ce qui s'est passé, c'était très simple. On coupait le son et quelqu'un tirait un coup de feu. Et donc la réaction des personnages qu'on voit, en fait, vient de ce coup de feu. Même si on ne l'entend pas, on voit cette réaction extrêmement surprise qui vient de cette méthode assez particulière de tournage. Et ça vous a manqué de ne pas avoir plus de rôles romantiques? Yes, this is a strange part, but it was a leading man. I don't think I had too many of those. I don't know. In the movies, I never get the girl. It's not allowed. Alors c'est vrai que c'est un rôle très étrange, c'est un homme qui a l'habitude de mener les autres, mais c'est vrai que dans les films, c'est très rare que j'arrive à conclure en fait. Ça m'est presque refusé. Alors il y a un film où vous arrivez à conclure quand même, c'est View to a Kill, dangereusement vôtre, le James Bond où vous jouez le méchant Max Zorin et où Chris Jones c'est votre compagne du film, on va dire. Alors View to a Kill, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que apparemment le tournage, ça s'est pas très bien passé entre Roger Moore et Grace Jones, parce que Roger Moore lui a dit qu'il était pour l'apartheid, donc évidemment c'est lui qui a pris les masses. Ni avec Tanya Roberts, parce que bon, elle faisait un peu sa diva, etc. J'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous avec Roger Moore, puis après on va voir un extrait du film. I love Roger Moore. He's a wonderful man and very nice to me. When we came, we shot the movie in England, but we had to come to France for some scenes. And we came on the plane together, and he said, we were sitting on the plane, we were about to land, and he said to me, where shall we dine? I said, I don't know. He said, Phuket. And so he took me to Phuket. Yeah, fantastic. And Grace Jones also, I love Grace Jones. I got along very well with her. She's really very sensible. I think when you get to know Grace Jones, she's very sensible. You don't expect that. J'adore Roger Moore, il a toujours été extrêmement sympa avec moi. On a tourné la majorité du film en Angleterre, mais pour les besoins de quelques scènes, on a dû prendre l'avion pour aller en France. Et au moment où on atterrit, il se tourne vers moi et il me demande où est-ce que tu penses qu'on devrait dîner. Je lui dis j'ai absolument aucune idée et on est allé au Phuket. Quant à Grace Jones, j'ai adoré travailler avec elle. On s'est vraiment bien entendu et on n'a pas forcément l'impression à première vue, mais c'est une personne extrêmement sensible en fait. Alors on va voir deux extraits en fait enchaînés de View to a Kill et on va reparler de votre personnage juste après. You lost, 007. Killing Tibbet was a mistake. I'm about to make the same mistake twice. My department know I'm here. When I don't report, they'll retaliate. If you're the best they have, they'll more likely try to cover up your embarrassing incompetence. Don't compliment, Zara. You amuse me, Mr. Bond. Well, it's not mutual. I'm afraid. Open up. Good morning, Comrade Sorley. General Gogol, this meeting is ill-advised. A calculated risk, but necessary since you refuse to answer your control. Come to the point, General.
You disregard procedure. You did not request approval before eliminating 007. Reprisals might jeopardize ongoing operations. You jeopardized mine! Letting the British penetrate the Siberian Research Center. That was regrettable. Your racing activities attract unnecessary attention, but more disturbing are your unauthorized commercial ventures, and we cannot tolerate that. The issue is irrelevant. I've made no associations. I no longer consider myself a KGB agent. We trained you, financed you. What would you be without us? A biological experiment? A physiological freak? Enough of this! Control yourselves! You will come back to us, comrade. No one ever leaves the KGB. Gentlemen. Alors, il y a quelque chose qui est assez particulier dans la manière dont vous jouez Max Zorin, c'est que c'est un méchant qui se marre tout le temps. Il fait jeter un concurrent d'un zeppelin, il se marre. Il massacre des dizaines et des dizaines d'ouvriers à la mitraillette, il se marre. Il se marre quand il meurt aussi, quand il tombe. C'était de vous cette idée de jouer comme ça ou c'était... I was in a play in New York when they hired me to do this. And I came to England and they said to me, do you mind if we dye your hair? Because there was supposed to be some kind of half human. And I said, okay. So they dyed my hair this color, yellow. And I was walking around in the street, you know. It was very strange. And I decided that in all my scenes, that my subtext, whenever I spoke to someone, no matter what I said, I'd be thinking, look at my hair. Do you like my hair? Anything I said to anyone, I was thinking, look at my hair. And so that was my character. Hair is very important. Your hair is very important. Alors, en fait, j'étais en train de faire une pièce quand on m'a proposé de faire ce rôle, et les premières choses qu'on m'a dit, c'est que j'allais devoir me teindre les cheveux. Parce qu'on m'a dit, votre personnage est censé être à moitié humain, d'où les cheveux jaunes que vous avez vus. Et c'était en fait extrêmement étrange de se promener dans la rue avec des cheveux de cette couleur. Et donc, à chaque fois que je jouais une scène, je me disais le sous-texte de cette scène, ce qui est vraiment en train d'être dit, c'est que je me demande, est-ce que vous voyez mes cheveux là, est-ce que ça vous plaît? Et d'où cette espèce de rictus, donc à quoi les cheveux sont vraiment cruciaux. Alors là, vous avez joué beaucoup de méchants. Est-ce qu'il y en a un, si vous deviez en choisir un, lequel serait votre préféré dans votre carrière? I don't know. I did a picture with Sean Penn called At Close Range. On va en parler, donc ça tombe bien. And that was an interesting movie, especially interesting because not many people saw it, but it was good. And I thought that one was a good bad guy. C'est difficile à dire. J'ai fait un film avec Sean Penn qui s'appelle Entre chien et loup. Donc comme un chien enragé, At Close Range. Un chien enragé, dont on va parler. Et c'est un film qui est vraiment très intéressant, d'autant plus que peu de gens l'ont vu, mais je pense que je choisirais ce méchant-là. Il est assez connu en France, en fait, le film. On va voir un extrait de Comme un chien enragé. Donc vous jouez le rôle de Brad Senior, le père de Sean Penn, qui arrive dans la vie de Sean Penn alors qu'il est déjà adolescent. Et vous allez le pervertir. Je n'en dis pas plus. On regarde la scène et je vous explique après par rapport au film, comment il se situe.
Ever been out west, Tommy? No. Never heard a coyote? No. They make the sound like woo, woo, woo. Coyote bitch gets in heat. First thing she does, she take care of the males. Then she head toward town. All the neighborhood dogs, they smell her. They go crazy. They follow her. She lures them out onto the desert. She get a dog out there, alone. All the other coyotes come along. They circle around. We kill that dog. Eat it. Tommy, if you was to go up in front of that grand jury, what would you say? Nothing. Dare. Vous avez donc un deuxième fils dans l'histoire qui est joué par Chris Penn, qui est d'ailleurs qui était le frère de Sean Penn. Et cette scène, vous le tuez, vous tuez ensuite la petite amie de Sean Penn, parce que ça va amener un point de rupture, un climax à la fin du film, où Sean Penn vous braque une arme sur la tête. Alors, comment vous avez travaillé avec Sean Penn et avec Chris Penn, puisque vous jouez le rôle du père qui revient, alors qu'ils n'ont pas vu depuis qu'ils étaient gosses. Est-ce que vous les avez pas fréquentés en dehors du tournage? Est-ce que vous êtes arrivé comme ça pour augmenter les faits? Comment ça s'est passé avec eux? Est-ce que vous avez pris une distance avec eux par rapport à leur personnage? I got that job because of Sean Penn, and I had met him in New York socially. In those days, I used to go out at night. Discotheque, and I met him, and we spent time together. And when he was going to make this movie, he said, "What about Chris Walken?" And again, he did an interesting thing. He had a pickup truck, and we had to go to, I think, Nashville, Tennessee, which is, you know, quite a long way, at least 1,000 miles. And he said, "Let's drive there." And so we got in his pickup truck, and we drove. It took a couple of days. We had to stop, and so again, we spent time together. We got to know each other, and talking and all that. And one day, we were going down the highway, and we passed a state troopers, the police, in a squad car. We drove by, and he hit the gas, and we started going very fast. And he knew that the police would chase us. And we were going 100 miles an hour, and the police were after us with the siren, and they pulled us over, and we had to get out of the car and put on a hand. And it was, you know, I don't like that sort of thing. I don't even like to drive. And the police, you know, they were questioning us and patting us and searching our luggage. And I said to him, "Why did you do that?" You know, I was angry. And he said, "Well, I thought it would be good for us to know what it was like to be outlaws." Very interesting. Well, we nearly went to jail. En fait, c'est grâce à Sean Penn que j'ai eu ce rôle. Au moment, avant qu'on lui propose le scénario du film, on s'est rencontrés à New York. À l'époque, j'avais une vie sociale assez active. J'allais dans des boîtes de nuit, donc j'ai fait la connaissance de Sean Penn là-bas. Et il a eu une idée avant le tournage qui était très intéressante, c'est qu'à l'époque, il conduisait une espèce de camionnette. On devait aller de New York jusqu'à Nashville, dans le Tennessee. C'est vraiment une grande distance, c'est au minimum 1500 km.
Et Sean a proposé qu'on y aille en voiture, ce qui allait mettre plusieurs jours. Et en fait, on a vraiment appris à se connaître à ce moment-là. On a très longuement discuté. Et je me souviens notamment d'une fois où on était sur l'autoroute et avec Sean Penn, on passe une voiture de police en train de patrouiller. Et à ce moment-là, je le vois en train d'appuyer sur l'accélérateur. On commence à aller extrêmement vite, à plus de 150 km/h. Et Sean savait pertinemment qu'on allait se faire pourchasser par la police. Pour se faire arrêter, les mains en l'air, etc. Et je n'apprécie ni ce qui est en train de se passer, ni l'idée que je vais devoir conduire après. Et là, la police commence à nous fouiller et je m'énerve contre Sean Penn et je lui demande mais pourquoi est-ce que tu as fait ça alors que tu savais très bien ce qui allait se passer? Et il s'est dit j'avais envie de voir ce que ça faisait d'être un hors-la-loi. La morale de l'histoire, c'est qu'on a quand même failli finir en prison à cause de ça. Alors, le fait que le personnage soit aussi sombre, ça vous a pas fait peur avant de prendre le rôle parce que quand même c'est le mal, c'est presque Satan, c'est le mal incarné ce personnage. Ça vous a pas effrayé d'être obligé d'aller chercher aussi loin dans ce type de rôle? Well, the man that I played was alive and in jail, and he told an interviewer that he was going to kill me. He's still in jail. Non, il se trouve que l'homme que je joue dans le film existe vraiment et à l'époque du tournage il était en prison et il a dit à la presse à l'époque qu'il comptait me tuer. Alors il se trouve qu'il est encore en prison à l'heure actuelle. Donc. Alors vous avez aussi travaillé avec un acteur-réalisateur, c'est Robert Redford, sur The Milagro Bintelloir, qui s'appelle Milagro en français. Ça s'est passé comment de travailler avec un autre comédien, passer à la mise en scène? Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire? Parce que vous avez réalisé un court-métrage, on va en parler après, mais est-ce que vous vous êtes dit, tiens, pourquoi je n'essaierais pas de passer à la réalisation? Well, with Redford, he's a wonderful man and very nice, and to work with a director who's also an actor is very good, you know, because actors communicate together in a certain way, you know, I can't explain, but there is a kind of family understanding between them. The trouble with Redford was that wherever he was, there were enormous crowds of people, photographers and, you know, people screaming, you know, Robert, you know. There were always these people around trying to get his autograph. And, it must be difficult to be Robert Redford. Alors, Robert Redford est vraiment quelqu'un d'extrêmement sympathique et c'était assez spécial de travailler avec un réalisateur qui est aussi un acteur parce qu'on avait un mode de communication qui était vraiment très différent de ce qu'on a d'habitude. Je ne peux pas vraiment en parler, c'est une forme de compréhension, d'entente mutuelle. Le souci avec Robert Redford, c'est qu'il attire énormément de monde. Il attire les foules, une foule en délire qui n'arrête pas de crier son nom et il se retrouve à signer des autographes en permanence. Donc ça doit être assez difficile d'être Robert Redford. Et donc vous avez réalisé un court-métrage en 2001 qui s'appelle Popcorn Shrimp, avec Ralph Macchio qui était le héros de Karate Kid et de Outsiders de Coppola. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ça parlait? I was asked by somebody, HBO or somebody, to do a short film and to write it. So I did. It's called Popcorn Shrimp. It was about cooking. And I directed it. And all I can say is it was a disaster. It was terrible. Please don't watch it. Alors, j'ai effectivement fait un court-métrage qui s'appelle Popcorn Shrimp, donc c'est Popcorn à la crevette, pour HBO, qui m'avait proposé de d'écrire et de réaliser un film. Le film parle de la cuisine, donc je
je l'ai effectivement réalisé et c'était horrible. Donc s'il vous plaît, ne le regardez pas. Alors vous avez aussi tenu pas mal de second rôles, ce qui est souvent aussi intéressant de jouer un premier rôle et parfois plus mémorable, notamment dans un film qui n'est pas connu du tout, qui s'appelle Homeboy, qui a été réalisé par Michael Cera, qui était le chef-op de Angel Heart, d'Alan Parker. Le film a été écrit par Mickey Rourke, qui joue également dans le film avec vous. On va voir un extrait du film et on va en parler après. Hell, man. What do you think? It's pretty, huh? I'll tell you something about women. I know them, I've studied them, you can't trust any of them. Women, not too many guys know this, are much stronger than guys. That's why I keep a distance, I keep a perspective. I use them, but I don't get involved with them. I'll tell you something, Will. You know, I ain't never talked too much to girls. You know, I've been with, you know, a lot of them. Meet all kinds, man. I've been with old, been with crazy ones, fat ones, ugly ones. But I ain't never been with a real nice good one. Good, that's hard to find. I don't even know what the fuck you're supposed to say to one. Now, Ruby, she's a good one. She's so pretty. Man, I just like to be able to look at her and I could just look at her and just hold her. I like her to just touch me. You know, just touch me and have her like me, you know? You know what Aristotle said? He said that in the beginning of the world, everybody, men, women, one creature, and that they were so powerful that way that the gods had to tear them apart. That ever since then, men, women, women, whatever it happens to be, roam the earth in search of their other half. Huh? That's a good one. It's true. Sit down. That's nice. And I've never seen that movie. But, you know, Mickey is my old friend. You can see that. D'ailleurs, comment vous êtes retrouvé sur ce projet? Well, Mickey wrote the movie, and I knew him very well for many years. And he said, you know, come do this. He's always been very interested in boxing, and this movie is about a boxer. So he wrote a movie about a boxer, and I was, I guess, his manager, something like that. And you can see that Mickey and I get along. Merci pour l'extrait, puisque c'est un film que j'avais jamais vu. Alors pour répondre à la question, en fait c'est Mickey Rourke qui a écrit le film, et je le connaissais déjà, c'est un ami très proche. Il m'a proposé de jouer dans le film. Et alors le film, en fait, est infusé de la passion qu'a Mickey Rourke pour la boxe. Et dans le film, je joue son manager, en quelque sorte. Et je pense que ça se voit qu'on s'entend très bien avec... qu'on s'entend aussi bien avec Mickey Rourke.
C'est une très jolie scène sur la musique d'Eric Clapton et Michael Kamen. Il faut que vous le voyez, le film. Hein. Bah, vraiment, c'est... Alors, pour rester dans le second rôle, bon, on ne peut pas ne pas parler de Quentin Tarantino, de Pulp Fiction. Pour vous, qu'est-ce qui différencie Quentin Tarantino par rapport au réalisateur américain actuel? Qu'est-ce qui fait sa singularité? Et qu'est-ce que vous aimez chez lui plus que chez les autres? Well, movie scripts, they are almost always a little bit general, you know, a little bit loose, so that you make adjustments, you do this and that. But Quentin Tarantino writes scripts that are very precise, almost like a play. The words are all there. My scene in Pulp Fiction is, when I got it, I think it was 8 or 10 pages of just talking. And luckily I had months, 3-4 months. And I was doing other things, but every day, for an hour, I would go over this dialogue. And every time I got to the end, when I read the watch to the little boy, I laughed. It made me laugh. And I did that for months until I just knew, I knew the dialogue. But I had lots of time because I'm slow learning words. But his script was absolutely all there, you know, all the words that I say were written by him. No improvisation. And I don't know if people know this, but I made a movie called True Romance. Ah oui, on le connaît bien. Quentin Tarantino wrote that. He didn't direct it. He was very young, and the late Tony Scott directed that, but it was his script. And again, my scene with Dennis Hopper, everything was written. So in that way, he's very different. Alors c'est vrai que la grande majorité des scénarios qu'on reçoit sont presque toujours modifiables, modulables, alors que au contraire, chez Tarantino, les scénarios sont presque comme des pièces de théâtre. Tous les dialogues sont là. Alors le scénario que j'ai reçu de Pulp Fiction à l'époque, c'était 10 pages de dialogue pour une seule scène, et j'avais 3-4 mois pour vraiment passer 1 heure par jour jusqu'à la maîtriser, et le problème c'est qu'à chaque fois que j'arrivais à la fin du monologue, j'éclatais de rire. Et donc je suis extrêmement lent pour apprendre du texte, et ce qui est fascinant c'est que tout ce que je dis dans le film était déjà dans le scénario, il n'y a aucune improvisation. Alors je ne sais pas si vous savez, mais Quentin Tarantino a aussi écrit 3 romances, apparemment vous saviez. C'est donc lui qui a écrit le scénario, et c'est un film qui a été réalisé par Tony Scott. Justement, à propos de Tony Scott, vous avez fait 2 autres films avec lui qui sont Man on Fire, avec Denzel Washington et Domino. Tony Scott, il est surtout connu pour avoir une maîtrise technique, pour être dans l'expérimentation sur la mise en scène, tout ça, etc. Comment il est avec les acteurs, Tony Scott? Parce qu'on n'en parle pas du tout de comment il était, de ce côté-là de Scott. Est-ce qu'il était aussi attentif à vous, aux acteurs, qu'à la caméra? Yes, Tony Scott was wonderful to work with. He was very good to me. When I did True Romance, I don't know if you saw it, but I speak to Dennis Hopper, he speaks to me, and the scene is really this way and then this way. And when we walked on the set, the camera was set up to shoot me first. And everything was lit. It was all ready to go. And I said to him, you know, I have so much to say that Dennis listens most of the time. And I talk to him, and I have all this stuff to do with the gun and everything else. I said, I wish that I could go second. You know, that Dennis would be first and then shoot me. And he said, fine.
And he sent everybody away, and they turned the whole thing around. And that's what they did, and I was always grateful to him for that. And it was a very generous thing to do. Unusual for a director to be so understanding. I miss him. I don't know if people realize that the guy standing in back of me, my bodyguard, is James Gandolfini. I don't think he said anything. Le soprano. Alors c'était effectivement une excellente expérience de travailler avec Tony Scott. Il a toujours été extrêmement aimable avec moi. Dans True Romance, j'ai une très longue scène avec Dennis Hopper, et c'est une scène qui est assez simple, c'est simplement un dialogue où il parle et ensuite je parle. Et sur le plateau, quand je suis arrivé, j'ai vu, ma première réaction c'était tout de suite d'être un peu perplexe parce que la caméra tout était prêt pour que je commence. Et dans la majorité de la scène, j'ai énormément de choses à dire, je fais plein de choses, je sors une arme, et je vais voir Tony Scott et je lui dis que idéalement j'aimerais passer en deuxième, et il a tout fait changer sur le plateau pour que Dennis Hopper commence, et je lui serai toujours extrêmement reconnaissant. C'était quelqu'un de très généreux, ce qui est rare, et il me manque énormément. Et juste un détail par rapport à cette scène, le garde du corps qui est derrière moi, qui ne dit pas un mot, était joué par James Gandolfini. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans les années 2000, c'est que vous vous êtes mis à faire beaucoup de comédies. Il y a eu Wedding Crashers, Serial Announcer en français, Stepford Wives, Country Bears. Vous avez fait des comédies avec des animaux aussi, Kangaroo Jack, Mouse Hunt. Il y a eu The Rundown de Peter Beck. Pourquoi vous êtes mis à jouer dans plein de comédies comme ça, sans parler bien sûr du Saturday Night Live? Vous avez été invité plusieurs fois pour faire des sketchs. D'un seul coup, vous avez presque été tout le temps, vous étiez associé à des rôles très sombres, et on vous a vu devenir associé aux comédies, à des personnages un peu pas sans rire. Ça a été un choix conscient ou? Well, that's very interesting, and I think I have to say that it shows how television is very powerful. It can change everything, and that's what it did to my career. I did SNL, then I did it again, and I did it 5, 6 times. And by that time, it changed my career. The only kind of movies I started getting were comedies. And that's simply what happened. It had nothing to do with me. I didn't make any choice. It was because of SNL that I started getting comedies. And I'm not sure that was a good thing to happen, but that's what happened. It was the end of me as a lover, a romantic. Alors c'est très intéressant parce que je crois qu'en fait ça montre vraiment le pouvoir d'influence de la télévision et à quel point ça peut tout changer. Moi, ça a bouleversé ma carrière. En fait, j'ai participé au Saturday Night Live, qui est une émission de talk show qui passe le samedi soir à la télévision aux États-Unis, et ça a vraiment changé ma carrière. C'est-à-dire que j'y suis allé 5-6 fois, et à partir de ce moment-là, on a fait que m'envoyer des scénarios de comédie. Donc ça n'a rien à voir avec un choix de ma part. Tout est lié au Saturday Night Live. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ce soit une bonne chose, puisque ça a marqué la fin définitive de ma carrière d'acteur romantique. Alors pour parler de films un peu plus sombres, il y a un réalisateur avec qui vous avez tourné plusieurs films, qui est Isabelle Ferrara, il y a eu King of New York, il y a Addiction, The Funeral. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce metteur en scène? Qu'est-ce qui vous plaît chez Isabelle Ferrara? Abel is very different, and I've made a number of movies with him. He directs in a way that I love. If I was a director, I would want to be like Abel. He's very free. If we're playing a scene and we're doing a scene,
he will walk into the scene and move the chair, and then he jumps out, or if you're doing the scene, he'll yell, go back, do that again. So it's very messy, very messy. But the great thing about movies and film is that you get all this stuff, all the mistakes, all of the accidents. In movies, accidents are very valuable. Something happens, I'm talking and I knock the glass over, and I have to clean it up while I'm yelling at you. And it makes, it's life, it's interesting, it's unexpected. And Abel's directing is full of the accidents and unexpected, messy stuff that you can't use. But then he has all this film, and he sits in a room and he cuts and he takes all the good stuff, and he puts it together, and the audience doesn't see all the mistakes. It sees a coherence. I think that's what all good directors do. They take chaos and they clarify it. And that's what he's very good at. Alors j'ai effectivement travaillé plusieurs fois avec Abel Ferrara, c'est quelqu'un d'extrêmement unique, il a une méthode que j'adore, et si je devais réaliser, je pense que je m'inspirerais beaucoup de lui. Il est extrêmement libre en fait. C'est-à-dire que si là on était en train de jouer une scène, il viendrait nous interrompre, il bougerait nos chaises, il nous crierait recommence, il est extrêmement brouillon, et ce qui est super avec ces tournages en fait, c'est qu'il se passe plein d'accidents qui sont extrêmement précieux. Là par exemple, si je fais tomber le verre par accident, je vais devoir me pencher pour le ramasser, je vais peut-être vous crier dessus. Et en fait, ce style-là, qui est plein d'accidents, c'est vraiment la marque d'Abel Ferrara. Et ensuite, donc, il récupère une quantité de matériel énorme de tout ce qui a été tourné, et il ne montre que ce qu'il y a bien, évidemment. Et donc, le public, à l'arrivée, ne voit que la cohérence, il ne voit pas tous les moments un peu ratés. Et ça, je pense que c'est vraiment la marque des grands réalisateurs, c'est-à-dire d'arriver à faire d'un chaos absolu un film d'une grande clarté. Alors à propos de la manière dont vous travaillez vos rôles, j'ai lu que vous aimiez lire 2 scénarios en même temps pour travailler vos rôles et que vous preniez plein de notes sur les personnages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la façon dont vous appréhendez les rôles? Yes, it is for some reason very interesting to be working on 2 things at the same time. Your mind goes back and forth, and when I usually study my script in the kitchen. I have the script and I read it over and over until I notice something. Maybe the character uses a certain word repeatedly. It's like listening to a person. You notice that they have a preoccupation, something that repeats itself, something that maybe they don't even know. And I look for that. I also like to, if I'm cooking something, it's interesting to be distracted. I just find that a certain amount of distraction is very valuable when you're preparing to play a part. To have your mind in 2 different places at the same time. So that's what I do. The French word for répétition, that's what I do. I repeat. Alors en fait, j'aime faire 2 choses à la fois, que ce soit travailler sur 2 scénarios l'un après l'autre, ou alors parfois même j'étudie mes rôles dans ma cuisine et je cuisine pendant que je travaille. Souvent ce que je fais, c'est que je relis de manière obsessive les scénarios jusqu'à ce que je commence à remarquer des détails sur mon personnage. Par exemple un mot que mon personnage répète de manière obsessive. En fait, c'est la même chose qui se passe dans la vie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous voyez tout le temps les mêmes personnes, vous commencez à repérer des choses que ces personnes-là ignorent elles-mêmes, en fait, des choses qui les obsèdent.
Et j'aime bien cuisiner en même temps parce qu'en fait ça distrait, ça crée des distractions et ça fait partie de ma méthode. Et le mot français d'ailleurs pour le fait de, donc pour rehearsal, c'est répéter, c'est vraiment ce que je fais littéralement. Je répète. Oh, excuse me. Alors, je voulais, ça n'a absolument rien à voir, mais il y a un détail dans votre biographie qui m'intrigue. Apparemment, vous avez été dompteur de lion quand vous étiez adolescent. Yes. Et comment vous en êtes arrivé là? When I was 16 years old, in the summer, there was in New York, in show business, there was this newspaper that had ads for jobs in the theater and show business. And it said, wanted lion tamer. And there was a man named Terrell Jacobs. He had a small circus, he owned it, that he toured, and he had a lion taming act, and he had the idea that he should have a son, that his son would come into the cage with him, but he didn't have a son, so he hired me. No, in fact, I worked, he would send all the big cats out and he would leave me alone with this one very old female named Sheba. And did you get the girl? And I had a ring. Sheba would sit on a box and I would go, up Sheba! And she would, and that was it. Quand j'avais 16 ans, un été, en fait, j'ai épluché un journal qui avait plein de petites annonces sur le monde du spectacle. Et il y avait une annonce pour un dresseur de lion. Et donc, en fait, ça faisait partie d'un numéro où il y avait un homme qui s'appelait Terry Jacobs qui avait l'idée de faire un numéro où il aurait un fils. Sauf que dans la vraie vie, il n'avait pas de fils. Donc, il a passé une annonce pour en recruter un. Et ça a été moi. Et en fait, il avait une très vieille lune qui s'appelait Sheba. Et le numéro, c'est que j'avais un fouet et je la faisais monter sur une petite boîte en répétant debout Sheba. C'est tout. Alors, on va prendre des questions dans le public. Hello, thank you very much for coming. I have a question. I want to pay attention to gangster movies. I just think that your gangster characters are very good, very impressive, like sort of iconic. So I just would like to know how do you manage to build a gangster character? You know, I've known some gangsters. And if I didn't know they were gangsters, I wouldn't know it. They've been charming to me usually. So I never think of them as gangsters. I've never thought of it in any kind of archetypal way. Alors la question était que vous avez joué énormément de personnages extrêmement iconiques. Et comment est-ce que vous construisez en particulier vos personnages si uniques de gangsters? Alors en fait, la réponse était que j'en ai rencontré, j'en ai côtoyé. Et si j'avais pas su qu'ils étaient gangsters, j'aurais jamais deviné moi-même. Et ils étaient toujours extrêmement charmants en fait. Donc je me suis inspiré d'eux pour ne pas livrer un rôle trop stéréotypé. Autre question? Hi, very happy to meet you, Mr. I'm sorry, I stand up, of course. I'm very happy to meet you, Mr. Walken. I was 16 years old when I see The Deer Hunter. I prefer the American title, The Deer Hunter, with you, Mr. Gazelle. Unfortunately, he died very young. Mr. John Savage,
and Mr. of course Robert De Niro. For me, you are one of the actors very important because there is no short role or big role. There is a character. I think about Richard Widmark. I've spoken with Mr. Widmark 30 years ago in Paris. He was great. I think you're a guy like Hans Borgnine, a guy like Jack Palance, the best. I want a question about your career, a film, we don't spoke about it, another war film, Dogs of War, a film with a French actor, very nice, very funny guy, Mr. Jean-François Stevenot. He's not here. No. Oui, les chiens de guerre donc de John Irvine en français. John Irvine film. Thank you very much to be here with us. We like you, sir. Yes, the Dogs of War. That was in the way a long time ago. Effectivement, ça parlait du film Les chiens de garde avec Jean-François Stevenot et ça remonte à il y a très longtemps. Oui, de guerre, le film de guerre. Vous avez fait McBain aussi de James Glickenhaus à peu près la même période. Vous avez joué pas mal de militaires en fait, il y a eu Biloxi Blues aussi, etc. Une autre question. Hello. Hello. You played in the Rencontre, it was released in 1978, if I remember correctly. So it was a few years after the end of the Vietnam War. Did you realize that you were making such an important movie about Vietnam and all the consequences of Vietnam, especially on fighters? No. I knew that it was going to be a very good movie. I had the feeling when we were making it that I knew that we were doing something that was going to be good. But the real world political implications of it, no, I did not know. Donc, la question était de savoir si vous saviez à l'époque de Voyage au bout de l'enfer si le film serait aussi important. Et donc non, je ne savais pas, je me doutais qu'on était en train de faire très bon, mais je ne me doutais pas de son impact sur le plan politique. D'autres questions? Very happy to be here. I have a pretty personal question. If you don't feel like answer, don't answer. But as an actor, I feel I can ask you that. When we see you in stage, we see like this little crazy eyes, like craziness, like Stanislavski or Chekhov way. And right now you look perfectly normal. So if it's inside of you or it's really like you bring it for character. I think it's inside of you, but can you tell? Thank you. Yes, you know, I find that actors, well, people, everybody, but I meet actors and I've watched them for years and I have an impression of what they're like. And it's always a surprise. I'm always surprised when I meet actors that I've watched many times. It's always, a mistake for me to think that has anything to do with this. So I understand what you're saying, but for me too, when I meet somebody that I admire, I always think, who is that? It's mysterious. You know, the Elizabethans called the profession of acting the mystery. They would say to an actor if they were in a tavern, they'd say, "Your mystery, sir, your mystery," and that meant, recite something. Give us some poetry, tell us a story. And I think that's true. I think there is something about acting that's mysterious. Donc c'était une question personnelle. On voit que vous jouez parfois une grande folie dans vos yeux, et pourtant là, je pense que vous avez l'air parfaitement normal. Est-ce que c'est quelque chose qui est au fond de vous? Et donc en fait, tout le monde, et notamment les acteurs,
peuvent toujours vous surprendre, et je suis moi-même toujours très étonné quand je rencontre dans la vraie vie des acteurs que j'ai admirés. Et je pense que c'est une erreur de penser qu'ils sont comme on le croit les connaître, parce que pour moi aussi, je suis extrêmement parfois surpris. Et alors, les acteurs élisabéthains, à l'époque, au théâtre, parlaient tout le temps de la perfection de l'acteur comme de la création d'un grand mystère. Et donc, ils se produisaient dans des tavernes à l'époque. Et pour eux, donc le stade de perfection, c'est quand l'acteur arrivait à générer cette forme de mystère et que le public lui demandait de réciter et de raconter des histoires sur lui. Une autre question? Could you tell us a little bit more about the music clip you collaborated with Fatboy Slim on? Yes. I guess that Spike Jones, who directed that, I think he saw me in maybe Pennies from Heaven. And he asked me to do that, and we shot that video in one night in the lobby of a hotel in Los Angeles. We had to do it very quickly because the hotel was full of guests. So they had to wait till about midnight when people went to bed, and we worked until maybe 5 or 6 in the morning, and the people started to get up. So we had very quick had to do it. But that meant that I had to rehearse it for, I was in a studio rehearsing it, I think, for 6 weeks. And the choreographer of it was Mickey Rooney's son. His name is Michael Rooney, and he's a choreographer, and he's the one who did that dance. Donc vous vouliez savoir un peu comment s'était passé le tournage du clip de Fatboy Slim. Donc c'est Spike Jones qui a réalisé ce clip, et ce qui est particulier, c'est qu'on l'a tourné en fait en une seule nuit. On a commencé le tournage à minuit dans le lobby d'un hôtel, quand les clients allaient se coucher. On a dû s'arrêter vers 5-6 heures du matin quand les premiers clients se levaient, donc c'était extrêmement rapide. Et par contre, on a répété pendant très longtemps. Ça a duré 6 semaines. Et il faut savoir que le chorégraphe de ce clip, en fait, c'est Michael Rooney, qui est le fils de Mickey Rooney. C'est lui qui a inventé cette danse. J'aimerais juste revenir 2 secondes sur parler des seconds rôles tout à l'heure. Vous avez tenu 2 seconds rôles avec 2 très grands cinéastes lors de ces dernières années. Il y a eu Catch Me If You Can de Steven Spielberg et Jar the Boys de Clint Eastwood. Voilà. Vous êtes une légende et vous vous retrouvez à travailler avec 2 légendes, 2 autres légendes du cinéma en tant que metteur en scène. Comment ça s'est passé la collaboration avec l'un et avec l'autre par rapport à des réalisateurs plus jeunes avec qui vous avez pu travailler notamment dans vos comédies récemment? Well, Steven Spielberg is very great. When I was going to make that movie, I was in the lobby of the Chateau Marmont in Los Angeles, and I ran into Ben Kingsley, who had made Schindler's List with Spielberg. And he said to me, what are you doing? And I said, well, I'm about to work with your friend Steven Spielberg. And he said to me, you're in very good hands. And that was exactly right. It's absolutely true. When you work with Steven Spielberg and Mike Nichols and these people, they take very good care of you. You know that you're going to do your best. So actors are very lucky to work with people like that. C'est vrai que Spielberg est vraiment un géant. Juste avant de commencer le tournage d'Attrape-moi si tu peux, j'ai croisé Ben Kingsley à la réception d'un hôtel à Los Angeles. Et Ben Kingsley avait joué donc, dans la liste de Schindler de Spielberg. Et il m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit, je vais jouer dans le prochain film de Steven Spielberg. Et il m'a dit, tu es vraiment dans de très bonnes mains. Et c'est extrêmement vrai, en fait, que ce soit Spielberg ou même quelqu'un comme Mike Nichols. C'est des gens qui prennent soin de vous pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Vous
pensez que ça manque des réalisateurs dans l'ancienne génération comme ça aujourd'hui, comme Spielberg, donc un peu plus jeune que Clint Eastwood, mais bon, toutes ces légendes hollywoodiennes qui avaient quand même un style bien marqué, qui étaient vraiment des auteurs. Vous pensez que ça manque aujourd'hui dans le cinéma américain des gens de cette stature? No, I think that people like that are rare. They've always been rare. They always will be. It's just very unusual to find somebody who's so good at what they do. Je pense que c'est rare en général en fait, de rencontrer des réalisateurs aussi doués dans leur travail. Une autre question. Bonsoir Monsieur Walken, c'est un grand honneur de vous rencontrer, je suis un grand fan de vos films, de votre carrière. Et voilà, donc ma question était, quelle a été votre expérience avec Tim Burton? Tim Burton is a genius, and his movies are so fascinating, and there's no question. I don't think that Tim Burton gets enough credit for his understanding of acting. You think of him as sensational, you know, visual things and imagination, but he knows a lot about acting. When I did Batman Returns, I had a scene where I talked about my wife. My wife is not in the movie, but she's spoken about, and you don't know what happened to her. Maybe I killed her, you know. And so I had a scene I had to talk about my wife. And we were going to shoot it. And I said to him, you know, Tim, I have no idea what I'm talking about. I'm saying these words, but I don't understand what he's talking about. And we were in this enormous soundstage. And he took me, we stepped outside in the sunshine. And he looked at me and he started to talk. And he spoke to me for maybe 2 minutes. And I said, oh. And we went back inside and shot the scene easy. And it was very good scene. And that's how clear he is, you know. How much he understands how to say to an actor, this is exactly what it is. That's what, this goes from here to here to here. And I was very impressed with Tim Burton. Je pense que Tim Burton est vraiment un génie, il fait des films fascinants et je pense qu'il mérite d'ailleurs plus de reconnaissance pour sa compréhension du travail des acteurs. On pense souvent à lui comme quelqu'un, un grand visionnaire qui fait un travail visuel magnifique avec beaucoup d'imagination, mais c'est beaucoup plus que ça. Par exemple, dans le deuxième Batman, je parle à un moment dans le film de ma femme qu'on ne voit pas dans le film et on se demande peut-être que je l'ai d'ailleurs tué. Et avant de tourner, donc c'était sur une scène de tournage, un plateau dans un studio extrêmement gigantesque, tout était prêt, j'arrive et je lui dis je suis désolé mais je ne comprends pas vraiment en fait ce que je suis censé dire dans cette scène. Et il m'a pris en dehors du plateau, ça a duré 2 minutes, et en 2 minutes j'avais compris exactement ce que j'étais censé jouer. On l'a tourné de manière très facile, et voilà, c'est hyper limpide. Il sait exactement quoi dire à ses acteurs de manière très précise, et je pense qu'il mérite plus de reconnaissance par rapport à ça. Merci. On n'a pas oublié non plus le cavalier sans tête, Monsieur Biolo, qui est un de vos personnages les plus terrifiants. J'ai lu que vous n'aviez jamais refusé aucun rôle, c'est vrai ça? Comment c'est possible? You know, I don't have children. I don't have hobbies. I don't really like to travel. I don't do anything except go to work. So it's true that I've done many movies that I should not have done. But
you know, movie business, maybe everything, but is like this, but movie business depends on optimism. You hope always that it's going to be something special. So even if I read something and I think, this is terrible, I think, well, maybe it's not. I might as well do it. Vous savez, en fait, j'ai pas d'enfant en permanence. C'est vrai que j'ai peut-être fait quelques films que j'aurais dû éviter de faire, mais dans ce métier, on est toujours optimiste. C'est-à-dire, parfois, vous allez lire un scénario en vous disant que c'est extrêmement raté, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose au tournage. Et en fait, parfois, même si c'est raté à la base, ça reste très mauvais à la fin. C'est comme ça que vous êtes retrouvé sur le grand pardon de... Vous n'avez pas pu, mais vous êtes très bien dedans, c'est le principal. Une autre question. Hello, Mr. Walken. I was understanding that the last few years you were doing mostly characters in comedy movies. By curiosity, if you had a wish of playing a director you haven't worked with, who would it be? Oh, many, you know, I've never worked with Scorsese. I would love to, if you're out there. But there are many, many movies. Sidney Pollack, you know, I thought he was a brilliant director. And the European directors, Bertolucci would be wonderful. So there are many directors I would like to work with. C'est vrai que la question, c'est vrai que ces dernières années, on vous a vu dans beaucoup de comédies. Est-ce qu'il y a un réalisateur en particulier avec lequel vous n'avez jamais travaillé, avec lequel vous aimeriez collaborer? Alors la réponse c'était qu'il y en a en fait énormément. J'ai jamais collaboré avec Scorsese et j'adorais le faire. Et puis il y a aussi des réalisateurs disparus avec lesquels j'ai jamais eu la chance de travailler. Aux États-Unis, Sidney Pollack, en Europe, Bertolucci, qui étaient deux réalisateurs extrêmement doués. Question suivante. Hello, Mr. Walken. Could you have just two questions, short questions? Could you have a few words about your movie with Paul Schrader, The Comfort of Stranger with Étrange séduction en français. Yes, which happened in Venice in the beginning of the 19th. And do you have, if for the French movie, did you have some directors that you appreciate in the French cinema? Yes, growing up in America, the French, Italian movies, Russian movies, the English movies, the comedies especially. I saw many of them when I was young, much more than now. So they were a big influence on the, Truffaut. The other day on television, I was watching, is it Purple Moon? Alain Delon. That's a wonderful, scary movie. I don't know if you've seen that. It's terrifying. And The Comfort of Strangers. The parts that I play very rarely affect me. I go home and I sleep and then I go back the next day. But the guy I played in Comfort of Strangers bothered me. I remember I was sitting in my dressing room while I was shooting that movie in front of the makeup mirror. And I was reading a book or something. And I looked up and I saw myself. And I got upset. And I thought, I can't wait for this movie to be finished. Sometimes, the guy that I played in The Comfort of Strangers was very disturbing. Harold Pinter, who wrote the screenplay, he loved that movie. He thought it was
pour ce qui est de la question sur le cinéma français, donc en grandissant aux États-Unis, j'ai quand même été exposé à beaucoup de films français, italiens, russes, anglais, et je regardais un peu tout ce que je pouvais voir, notamment des comédies, c'est des films qui m'ont beaucoup influencé. Notamment, genre, je revoyais un film de Truffaut à la télévision, j'ai aussi vu récemment Plein Soleil de René Clément avec Alain Delon, qui est un film vraiment effrayant. Quant au film de Paul Schrader, dont le titre est Cédric en français. Étrange séduction. D'accord. Donc mes rôles ont généralement en fait peu d'impact sur ma vie quotidienne en dehors des plateaux. Et ce personnage que je joue dans ce film m'a vraiment dérangé en fait. C'est-à-dire qu'il y a une scène où à un moment je suis censé lire et je me tourne et je vois mon reflet dans la glace. Et j'étais profondément fâché en fait. En le voyant, je me suis dit, j'ai hâte que ce soit fini, j'en peux plus de ce personnage. Question suivante. Thanks for being here tonight, Mr. Walken. My question for you will be, are you used to have pictorial or literature references when you work on a role? And this question came into my mind because I've read an interview by Nicolas Cage, who said that he prepared his role for his early movies by watching stuff from German expressionism, like Murnau or Le Chant, things like that. So pictures and photographs and books. Thank you. You know, sometimes we were talking about View to a Kill, thinking about my hair when I talk to people. Well, sometimes I imitate someone, but luckily I'm a terrible impersonator. If I impersonate somebody, you will never know it. So sometimes I play a scene and I decide, well, in this scene, I'll be Elvis, you know, or I'll be Bugs Bunny, or I'll be Woody Allen, or Barbara Streisand, and nobody will know. But it's something for me to think. And it sounds like I'm joking, but I'm not. I've done this entire interview as Bugs Bunny. Alors, la question c'était, est-ce que vous utilisez parfois des références comme des films, des photos ou des livres quand vous préparez le rôle, par exemple, par Nicolas Cage le faisait à ses débuts, s'inspirait de l'expressionnisme allemand. Alors c'est vrai que parfois ça m'arrive d'imiter quelqu'un, mais je suis tellement mauvais en imitation que ça ne se voit pas et personne ne saurait deviner la personne que je suis censé imiter. Parfois je me dis dans cette scène je vais être un peu comme Elvis Presley, dans celle-là un peu comme Bugs Bunny, ou Woody Allen, ou Barbara Streisand. Personne ne le devine en fait jamais. Et ça a l'air d'être un peu comme une blague, mais c'est vraiment une méthode que je fais très sérieusement. Et d'ailleurs, là, depuis le début de cette masterclass, en fait, j'imite Bugs Bunny. Bien, Monsieur Lapin, merci. Voilà, on a fini, ça a passé très vite. Je crois que vous avez mérité une ovation.